Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va vous parler du monde souterrain. Mais avant de continuer, on voulait vous annoncer qu'on organise une visite guidée conférence le dimanche 13 octobre de 14 h à 19 h. Et le thème de cette visite guidée conférence sera sur la vie après la mort, les vies simultanées et la manipulation des cycles d'incarnation-réincarnation. Donc, le lieu de rendez-vous, ça sera l'Opéra Garnier à Paris, place de l'Opéra dans le 9e arrondissement, métro Opéra. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire de fantôme, donc le fantôme de l'opéra, qui est à la fois une histoire de fantôme, une histoire de tulpa, mais qui illustre finalement très bien ce concept de vie après la mort. Ensuite, on ira marcher jusqu'à l'UFSIPES, l'UFSIPES qui est un centre spirit, et on parlera justement de toutes les anecdotes de la manipulation de l'antre de vie, en se basant sur des témoignages de survivants de NDE, sur des témoignages d'hypnothérapeutes, sur des témoignages aussi de médiums et de personnes qui ont fait des sorties astrales et qui ont réussi à voir la manipulation. Donc c'est une visite guidée extrêmement intéressante et inédite. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou tout simplement à venir le dimanche 13 octobre 2024 à 14 h sur les marches de l'Opéra Garnier, place de l'Opéra, Paris 9e. Sachez également que le samedi 19 octobre 2024 de 18 h à 22 h, j'organise un webinaire sur l'opposition contrôlée, autant au niveau des 5 sens qu'au niveau des entités sans âme. Donc ça va être un webinaire en direct avec questions-réponses et énormément d'informations nouvelles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Pour vous y inscrire, il y a un lien juste en dessous de ce podcast et il suffit de suivre la procédure. Et n'hésitez pas à venir parce que autant la visite guidée que le webinaire sont à des tout petits prix et sont remplis d'informations hyper importantes. Absolument. À chaque fois, c'est des nouvelles informations, c'est des informations inédites et des découvertes nouvelles. Donc, pour cela, n'hésitez pas à venir et à nous envoyer un mail. Et on voulait vous annoncer également que l'on a des webinaires disponibles à la Librairie du Bonheur de janvier à septembre avec des thèmes différents, très intéressants, que ce soit du vampirisme, du projet Bluebeam. Il y a énormément de thèmes et c'est très, très riche en informations. Donc, c'est très, très important. Donc, pour commenter ces webinaires, vous allez sur le site librairiedubonheur.com et vous cliquez sur le lien, vous suivez la procédure et ensuite, on vous envoie sous 24 heures l'enregistrement. Et là aussi, c'est à un tout petit prix. Absolument. Donc, vraiment, n'hésitez pas parce que c'est très riche en informations et voilà, en même temps, ça nous soutient et vous êtes au courant de ce qui se passe parce que vraiment, il faut être au courant de cette information car Paul Ponceau va très, très loin. Donc, c'est très important. Je pense que maintenant, on va passer au podcast, Paul, et je pense que tu as beaucoup de choses à dire par rapport à la Terre creuse ou au monde souterrain. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors absolument. Alors déjà, quand on parle de Terre creuse, ça ne veut pas forcément dire que la Terre est creuse avec des ouvertures polaires. Pourquoi? Parce que la Terre est une simulation, donc on ne connaît pas la forme de la Terre, puisque la forme de la Terre peut être reprogrammée par les entités non humaines. Ce que cela veut dire, c'est qu'il y a des galeries hyper importantes à l'intérieur de la Terre, des galeries de plusieurs centaines de mètres
de plusieurs centaines de kilomètres de long, avec des éclairages artificiels, avec même des soleils artificiels, où il y a plusieurs formes de vie. Par exemple, on a fait la semaine dernière donc un podcast sur la Tartaria, et la Tartaria était peuplée d'humanité d'humanité parallèle et d'humains comme nous, de taille moyenne, quand il y a eu le reset lié à la mise en place de la timeline parallèle, beaucoup de géants de la Tartaria, mais aussi beaucoup d'humains de taille moyenne et d'humanités de petite taille, puisqu'il y avait des humanités parallèles de petite taille qui habitaient la Tartaria, comme le montre le travail de Suzanne Martinez, sont rentrés à l'intérieur de ces galeries souterraines. Galeries qui font des centaines, voire des milliers de kilomètres de long, qui font plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur, qui ont un éclairage artificiel et qui contiennent des villes entières. Ça, c'est ce qu'il faut le dire. Par exemple, Claudio Nauselli, un écrivain argentin, rapporte que des villes entières ont été découvertes dans des régions à proximité de la Chine, dans des galeries souterraines. Parce que c'est des mondes parallèles finalement. C'est comme des mondes parallèles, mais non, là on parle du niveau physique. Mais il y a aussi effectivement une connexion de la Terre creuse avec les mondes parallèles. Et c'est sur ça qu'on va revenir, et c'est ce qui explique que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont rentrées dans la Terre creuse, alors qu'en fait, elles ont pu passer ou derrière le mur de glace, ou alors passer dans une autre dimension. Toujours est-il que, que Nage, de la chaîne voyageuse des mondes subtils, s'est mis en état de conscience modifié dans une enquête que j'ai faite avec elle, et elle a parlé d'un lien entre ces humanités parallèles liées à la Tartaria et de la Terre creuse. Donc c'est vraiment intéressant. En Islande, du reste, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des contacts avec des membres du petit peuple, qui sont littéralement une humanité parallèle pour certains, et d'autres sont des entités sans âme, mais là on parle de l'humanité parallèle, très probablement liée à la Tartaria, et qui, après le reset lié à la manipulation des timelines, se sont réfugiés dans des galeries de la Terre creuse et qui ont conservé certaines technologies de la Tartaria et certains pouvoirs psychiques qu'avaient les Tartariens. Beaucoup de gens en Islande, par exemple, ont eu des contacts avec ce petit peuple qui sont appelés fées, lutins et gnomes, et parlent de les avoir, d'avoir été dans leur monde qui est situé en dessous des rochers. Et c'est des témoignages contemporains qui ont été rapportés par le cinéaste français Jean-Michel Roux au début des années 2000. Donc ont, beaucoup de personnes ont eu des contacts avec ces humanités parallèles et les ont encore. Puis après, il y a d'autres humanités parallèles qui ne sont pas forcément liées à la Tartaria, mais qui sont liées à des modifications de l'humanité par les entités non humaines, des, euh, des humanités parallèles qu'on peut appeler donc les Bretous, les Bigfoot, au moins pour certains d'entre eux, qui sont liés à la Terre creuse. Par exemple, dans le Val-Godemar, il y avait une grotte où il y avait des Bretous. Donc la grotte, c'est le lien avec la Terre creuse. Quand j'ai fait une enquête sur les Bretous avec Nag, voyageuse des mondes subtils, elle a vu qu'il y avait cette connexion entre les Bretous, au moins certains d'entre eux, et la Terre creuse. De même, beaucoup de personnes ont vu des Bigfoot dans des grottes. Donc il y a ces humanités parallèles qui sont connectées à la Terre creuse. Et donc il y a ce niveau de la Terre creuse, mais il y a aussi
des niveaux de la Terre creuse qui sont associés à l'enfer. Pourquoi? Parce que il y a la présence d'entités dans certaines galeries immenses de la Terre creuse, donc de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres de long, de plusieurs kilomètres de hauteur et de plusieurs dizaines de kilomètres de large, donc quasiment inconcevables à notre esprit, qui ne sont absolument pas humaines. Ce sont des entités de type reptilien. Et on va y revenir. Mais ce Est-ce qu'il que faut c'est savoir, comme les bases ou c'est c'est encore autre différent. chose? C'est C'est un encore... autre niveau. C'est un autre niveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a eu cette manipulation de la timeline par les entités non humaines, donc à la fin de la Tartaria, où la timeline, la réalité originelle de la Tartaria a été remplacée par une timeline synthétique qui correspond à notre réalité, il faut comprendre que les, les élites génétiquement modifiées, les soi-disant élites génétiquement modifiées par les entités sans âme, qui commençaient à servir de gardiens du troupeau humain pour vampiriser l'énergie des humains pour le compte des entités sans âme. Donc en gros, les familles régnantes de la fin de la Tartaria, les familles royales et tout ça, qui avaient plus de gènes d'entités sans âme, de djinns, de démons, de reptiliens que les autres lignées, euh, ont gagné ont gagné ces galeries souterraines lors de la manipulation de la timeline, donc lors de la mise en place de la timeline synthétique, lors du cataclysme provoqué de toutes pièces par les entités sans âme. Et ça, c'est très important à le comprendre. Et après le changement de timeline, les entités, les, 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 les lignées les moins importantes ou les factions les moins importantes de ces lignées ont regagné donc le monde de surface pour devenir les lignées royales de la Babylone, de l'Égypte ancienne et tout ça, qui sont peut-être beaucoup plus récentes qu'on ne le dit, parce que quand il y a une manipulation de timeline, on ne peut pas exactement déterminer le temps, puisque le temps est lié aux technologies des entités sans âme. Donc c'est les factions inférieures de ces lignées, les branches inférieures de ces lignées, globalement sont sorties et ont commencé à régenter le troupeau humain. Les branches supérieures de ces lignées sont restées associées à la Terre creuse. Et c'est à ce niveau-là, au niveau de la Terre creuse, que se retrouve le vrai pouvoir au niveau des cinq sens. Ces, ces lignées euh, hybrides associées à la Terre creuse qui descendent des derniers rois de la Tartaria qui ont été génétiquement modifiés par les entités non humaines, c'est vraiment c'est vraiment elle qui tire les ficelles au niveau des cinq sens. Et c'est finalement le ciment entre le monde des entités non humaines et la réalité des cinq sens. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est les conseillers, déconseillers, déconseillers des acteurs de la politique. C'est vraiment les ombres de l'ombre. Est-ce Et qu'on peut ces appeler lignées, des civilisations anciennes, c'est carrément une civilisation parallèle. C'est parallèles, pas carrément une anciennes, parallèle. Il y a parallèles? tellement de technologies, il y a tellement d'interactions avec les entités non humaines qu'on peut appeler ça une civilisation parallèle, littéralement. Ces lignées sont une civilisation parallèle et Qui ce sont, collaborent avec les humains, finalement. Qui collaborent, qui qui contrôlent contrôlent les humains, mais et qui qui collaborent collaborent avec le CMI. avec avec le complexe militaro-industriel. Absolument. Il y a une collaboration entre ces entités non humaines et
le complexe militaro-industriel. Militaro-industriel. Ça c'est évident. Et quand Blavatsky, donc, qui joue un rôle très important dans le système de contrôle, qui a joué un rôle très important dans le système de contrôle, et qui continue à jouer un rôle très important dans le système de contrôle avec le mouvement New Age que par sa société de théosophie, elle n'a pas fondé, mais disons que c'est presque ça, elle l'a presque fondé, ça a dicté les grandes lignes. Quand elle a rencontré les maîtres de la sagesse, ou les soi-disant maîtres de la sagesse, en fait, elle a rencontré ces lignées hybrides, ces anciens rois de la Tartaria, qui n'étaient absolument pas positifs, qui étaient sataniques. Ces lignées hybrides ont fait croire à Blavatsky que c'était des, des maîtres de la sagesse et lui ont transmis des connaissances, non pas pour aider l'humanité, mais pour manipuler l'humanité. Est-ce que c'est ça aussi le monde des entités sans âme? Quelque part, c'est le monde des entités sans âme. Elles font partie des entités sans âme parce que c'était les castes les plus élevées au niveau de la Tartaria et elles ont beaucoup plus de gènes non humains que les autres humains. Mais en fait, elles ont une apparence humaine, mais elles ont plus de gènes non humains, donc sont encore plus faciles à posséder et encore plus de traits psychopathiques. Donc pour faire simple, c'est au niveau de ces lignées souterraines, du sommet des lignées des anciens rois de la Tartarie, que sont contrôlés les réseaux sataniques. Ce sont ces lignées finalement ces lignées, hybrides qui vraiment tirent les ficelles au niveau est-ce que ça des cinq serait sens. eux qui sont derrière, par exemple, la politique et les merdias? Ce sont eux qui tirent les ficelles derrière le cirque de la politique et derrière le cirque des médias, avec les entités non humaines. Et ces lignées de très haut niveau que j'appelle les lignées sataniques occultes, cette civilisation parallèle, c'est vraiment l'interface entre les entités sans âme et le reste de l'humanité. C'est là où se joue le pouvoir au niveau des cinq sens. Donc, il y a eu des contacts entre ces lignées sataniques occultes de la Terre creuse et des humains. Par exemple, il faut savoir qu'au XVIe siècle, les rois de Prusse, ça s'appelait la Prusse à l'époque, ont envoyé des expéditions au niveau du Brésil pour que la Prusse, qui allait devenir l'Allemagne, ait justement des terres en Amérique latine, en Amérique, un petit peu comme l'Espagne, l'Angleterre, la France et les grandes puissances. Donc, à la fin du XVIe siècle, plusieurs navires sont partis. Ces navires étaient pilotés par des Prussiens. Ils sont arrivés au Brésil et là, ça a été la catastrophe. Une grande partie de ces hommes se sont ou perdus dans la forêt tropicale ou ont été massacrés par les autochtones. Donc ça a été une catastrophe. Et certains de ces personnes se sont réfugiés dans certaines grottes. Et au niveau de certaines de ces grottes, elles ont été abordées par des êtres qui étaient les descendants des anciens rois de Tartarie. Donc, elles ont été abordées par ces lignées sataniques occultes. Et en gros, elles ont fusionné avec ces lignées sataniques occultes.
Donc, après, est-ce que c'était le XVIe siècle tel qu'on nous le dit, avant ou après, on ne sait pas, parce que le temps a été manipulé, mais toujours est-il qu'il y a eu cette rencontre. Et ensuite, ces, ces personnes donc, qui étaient issues de la Prusse se sont remanifestées dans les années 20 et dans les années 30 et, et ensuite sont rentrées en contact avec une certaine société secrète euh, qui, qui dirigeait l'Allemagne dans les années 20 et surtout dans les années 30 et 40. Cette société secrète, je ne dirai pas son nom, bien évidemment, sur YouTube, mais ça commence par un N. Vous savez tous ce que je veux dire. Donc, elle est rentrée en contact avec cette société secrète et avec les dirigeants de ces sociétés secrètes pour les manipuler. En plus, les dirigeants de cette société secrète qui dirigeait l'Allemagne sont rentrés en contact avec des entités sans âme, par des contacts médiumniques, par des contacts physiques et tout ça. Donc il y a eu des transferts de technologie et ensuite via les ratlines, via des projets comme le projet Paperclip et tout ça, cette société secrète a essaimé un petit peu partout dans le monde. Donc il faut savoir que que le CMI, c'est la fusion du sommet des multinationales, des sociétés secrètes, des différentes armées et, et tout ça, et des lignées sataniques au niveau des cinq sens. Donc le CMI est né au niveau de la Prusse, au niveau de l'Allemagne à la fin du 19e siècle, avec notamment les cartels liés à la chimie allemande. C'est ce qui a donné le CMI. Donc, le CMI a ensuite commencé à essaimer un petit peu partout dans le monde. Et le CMI, via les sociétés secrètes, est rentré en contact avec des entités non humaines. Une des expressions de ce CMI, c'est tout ce qui s'est passé dans l'Allemagne des années 30 et 40, mais le CMI, c'était partout. Et globalement, le CMI, par des échanges avec des entités non humaines, a développé dès la fin du 19e siècle des technologies hyper avancées, des technologies de voyage dimensionnel, des technologies de clonage, aussi des technologies aussi de modification génétique, et ça aurait pu servir à une espèce de repeuplement de ce qui restait de la Tartaria après le reset. Vladimir Terzinsky, un physicien bulgare, avait dit dans les années 90 que le CMI avait mis au point des techniques de clonage dans les années 1890 et des techniques de voyage interdimensionnel. Donc le CMI, c'est une sorte de société parallèle. Et cette société parallèle a signé des accords avec les entités non humaines, mais aussi avec ces lignées sataniques occultes. Et le CMI occupe à l'heure actuelle des bases souterraines que le CMI a construites, puisqu'il maîtrise une technologie qui a des milliers d'années d'avance sur ce que l'on connaît, mais aussi des bases qui ont été données au CMI par ces entités, par ces entités non humaines et par les humanités et par certaines humanités parallèles de de la Terre creuse. Et ce concept de base souterraine, ça vient de là, où il y a une espèce de collaboration entre le CMI et les entités non humaines. Donc, il y aurait une collaboration avec ces entités. Donc, la Terre ne serait
pas comme on le pense, habité que par des humains, ça serait en contact avec ces entités, avec cette humanité. C'est pas une humanité, comment tu l'appelles? Oui, une sorte avec les lignées Lignée, sataniques occultes voilà. et aussi des entités C'est non non humaines humaine. Donc, la Terre, ce n'est pas habité que par des humains, La on est Terre n'est pas d'accord? habitée par des humains, Il y elle est a habitée bien par les humains, les humanités parallèles parallèle et et des c'est entités non non humaines. humaine. Et même le sommet du CMI, en tout cas, on peut dire que c'est une humanité parallèle, tellement ils ont acquis de technologie, tellement ils ont une avance sur nous qu'on ne peut pas les considérer comme des vrais humains, parce qu'ils ont tellement d'avance sur nous, et c'est devenu tellement psychopathique que ce n'est pas de l'humanité. Humain. Du reste, l'historien américain Richard Dolan parle de civilisation parallèle, ainsi que Joseph Farrell à propos de ce CMI. Donc cette humanité parallèle mène une collaboration active avec les entités non humaines. Donc cette collaboration se fait au niveau de bases souterraines. C'est la base de Dulce et notamment au Nouveau-Mexique. Thomas Castello a témoigné sur la base de Dulce, où il y a des expérimentations qui sont menées par des entités non humaines en collaboration avec le complexe militaro-industriel, notamment au 7e niveau, puisqu'il y a plusieurs niveaux. C'est des bases qui vont à des milliers de kilomètres, qui ont des milliers de kilomètres de galeries et tout ça. Et ces bases sont toutes interconnectées entre elles par des systèmes de trains maglev et tout ça, comme l'a démontré le docteur Richard Soder au début des années 2000, comme on parlait beaucoup de témoins, tout ça est interconnecté. Et ces bases liées au CMI sont connectées à des galeries absolument énormes, peuplées d'entités non humaines. Et ça, il y a le travail d'Anthony Sanchez et tout ça qui montre ça. Est-ce que ces entités, ils ont la forme humanoïde ou est-ce qu'ils ont la vraie forme Le CMI, ils ont la forme comme des humains normaux, mais les autres entités sont des entités de type reptilien essentiellement, ou des entités qui ont une forme humanoïde dans le sens où ils ont 2 bras et 2 jambes, mais qui ne sont pas humains. Et pour beaucoup d'entre elles sont extrêmement hostiles. Par exemple, il y avait un couple qui se promenait dans le Midwest et ils ont vu ressortir des créatures de type reptilienne qui sortaient de bouches d'égout. Donc ils ont pris leurs jambes à leur cou et ont réussi à se réfugier chez eux parce que ces créatures les poursuivaient. Donc de temps en temps, il y a ces créatures qui sortent vers le monde de Mais surface. est-ce que on arrive à y accéder ou c'est impossible pour les humains d'y accéder? Il y a des gens qui ont accédé et j'ai des témoignages de personnes qui ont accédé. Oui, oui. Il y a, euh, par exemple, par exemple, il y a des égoutiers de Los Angeles dans les années 30 ou 40 qui étaient dans les égouts et ils ont vu des créatures de type reptilien. Ils les ont aperçues et ils se sont aventurés en fait dans d'autres galeries qui étaient des galeries parallèles aux égouts pour certainement ils voulaient explorer un peu. Après ils se sont rendus compte que les galeries étaient beaucoup mieux faites, mieux finies. Et là ils ont vu des créatures d'apparence Et est-ce reptilienne. que c'est très avancé, leur galerie? Comment c'est le monde de souterrain finalement? Est-ce que c'est des grottes ou est-ce que comment c'est? C'est des grottes, mais absolument énormes. Et il y a parfois des espèces de galeries qui ne sont pas très loin de la surface. Jimmy Gueux rapporte le cas, par exemple, il rapporte le cas d'un groupe de spéléos qui, près du plateau de l'Albion, faisait explorer des grottes et tout ça. Un jour, il rentre dans une espèce de gouffre, dans une grotte, et là,
il trouve une sorte de salle avec des chaises de petite taille, extrêmement arrondies et tout ça, les murs parfaitement polis et tout ça. Donc ils se disent, mais c'est quoi ça? Et ils voulaient retourner explorer pour prendre des photos et tout ça. Quand ils sont revenus, tout était bouché, fermé, scellé. Donc il y a une espèce de tabou absolument énorme. De même, une personne qui a été ciblée a bien parlé de bases souterraines, d'entités qui vivent dans des bases souterraines qui sont derrière son ciblage. Et on a reçu d'autres témoignages comme ça. Une autre personne nous a expliqué que quand elle avait été ciblée, elle avait été emmenée dans une galerie souterraine où des membres du CMI lui avaient fait des expérimentations dessus et tout ça. Et ça, c'est très clairement avec de la technologie non humaine. Donc, dans ce monde souterrain, il y a à la fois une présence humaine liée au CMI et une présence non humaine. Par exemple, au niveau du mont Gerbier de Jonc, donc le mont Gerbier de Jonc, c'est en Ardèche et c'est la source de la Loire. Il y avait un magnétiseur qui était allé parce que c'était censé être un lieu tellurique. Euh, lui-même a eu une intuition qu'il y avait une base souterraine là-bas en dessous, base tenue par le CMI et des entités reptiliennes, et son espèce de flash de voyance lui disait de ne pas camper au niveau du mont Gerbier de Jonc, parce que sinon, il pourrait être abducté et disparaître. Donc il n'a pas campé et tout ça, mais toujours est-il que le mont Gerbier de Jonc, toute cette région, c'est à proximité du triangle de la Burle, où il y a beaucoup de disparitions et tout ça. Donc, C'est un lieu tellurique. c'est un lieu tellurique, et à mon sens, c'est tellurique parce qu'il y a cette base souterraine qui a été ressentie par, euh, qui a été ressentie par par ce magnétiseur. Oui, tu penses qu'il y a beaucoup plus de bases souterraines qu'on le pense? Énormément plus. Mm. Il y avait une chercheuse australienne, Kathleen McErlein, donc, qui a écrit un livre remarquable qui n'est plus édité sur le monde souterrain, et elle disait que sous toutes les grandes villes, il y avait des, il y avait des bases souterraines. Donc par exemple, à Paris, il y a, il y a la ville de Paris elle-même, qui est d'ailleurs liée à la Tartaria à cause de diverses constructions. Ensuite, il y a il y a le métro qui est un petit peu plus bas, le RER qui est encore plus bas, et les catacombes. En dessous des catacombes de Paris, il y a d'autres galeries souterraines qui vont hyper profondément et qui sont peuplées, selon Kathleen McErlein, d'entités de type reptilien. Du reste, dans les années 50, il y avait une femme, il y avait une femme qui travaillait, je ne sais plus dans quel domaine, en tout cas, qui était à proximité de Paris. Et elle je ne sais pas ce qu'elle faisait exactement comme travail, et elle prenait un ascenseur. Et ses supérieurs lui disaient de, de ne jamais prendre l'ascenseur qui descendait dans les sous-sols, que c'était que pour le personnel autorisé. Donc cette dame a envie, Étrange. oui, mais cette dame, donc par curiosité, avait envie de prendre l'ascenseur qui menait vers les sous-sols. Et elle le prend, et là, il y a, là, elle le prend, et l'ascenseur s'ouvre, et ça mène sur une espèce de grotte énorme. Et là, elle est interceptée par des créatures d'apparence absolument abjecte, avec des espèces de trompes à la place du nez, comme des humains déformés, donc des clones ou des personnes qui auraient pu être irradiées, ou des expérimentations génétiques qui ont mal tourné. Et
en aiguille, elle est sauvée, entre guillemets, par d'autres entités qui, qui la ramènent au niveau qui la ramènent au niveau de la surface. Est-ce que c'est les entités sans âme qui lui ont fait un scénario comme ils ont fait avec Elena Danaan, où il joue le rôle du méchant et du gentil? C'est possible. Ou est-ce que c'est deux factions différentes d'entités de la Terre creuse qui se battent entre elles? Possible aussi. Toujours est-il que cette dame s'est retrouvée face à une créature, euh, à, face à une créature avec un long nez comme une trompe et extrêmement déformée. Et la description de cette créature correspond aux Déros, les Déros qui ont été décrits par Richard Shaver. Alors là, il faut bien comprendre que Richard Shaver, c'était un Américain qui travaillait dans une usine et qui avait écrit plusieurs lettres à Ray Palmer. Ray Palmer, qui était un peu le rock rockzocker américain des années 40 et 50, qui écrivait un livre qui s'appelait Amazing Stories, qui recueillait un petit peu des expériences, des témoignages de personnes. Et les témoignages de Richard Shaver, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, étaient absolument... Richard Shaver décrivait des phénomènes euh, qui ont été décrits que des années plus tard. Par exemple, Richard Shaver disait que sur son lieu de travail, il il commençait à entendre des voix dans sa tête, des voix qui le torturaient et tout ça, des voix intrusives. Or, ce qu'entendait Richard Shaver, ces voix intrusives, ça correspond au ciblage en réseau. On a le témoignage de deux personnes ciblées maintenant qui nous ont confirmé que le ciblage en réseau vient d'entités non humaines. Une de ces deux personnes ciblées a confirmé que certaines de ces entités sont liées à la Terre creuse, en tout cas à des galeries souterraines. Richard Shaver a compris que ces, que ces pensées intrusives, ces voix intrusives, venaient d'entités de type d'héros. Et puis il raconte dans les livres de Ray Palmer ses expériences avec des entités de type d'héros. En tout cas, il décrit le ciblage et il décrit des entités qui ont ensuite été et ces descriptions ont été confirmées par d'autres personnes. Il y avait un, il y avait un monsieur qui habitait au Texas en 2003 ou 2004. Un jour, un jour, un jour, il est dans sa chambre et il, il y a, il est en train d'allumer une cigarette et il y a une créature qui lui prend la main. Il se retourne pensant que c'était son colocataire qui lui faisait une farce et là, il voit une créature qui correspond trait pour trait à Dédéro. Cette créature lui a posé un espèce d'objet sur la tempe. Cet objet a manipulé, a manipulé littéralement ses perceptions. Quand cet objet a été posé, il a eu des visions d'entités, des ombres et tout ça. Sa perception s'est manipulée. La perception de la réalité a été manipulée. Et lui décrit ce témoignage, cette expérience comme extrêmement négative. Et il décrit trait pour trait les entités de type d'héros, qui ressemblent à des humains déformés avec une espèce de trompe à à la place du nez et tout ça. Est-ce que Et c'est la même chose que les rampants blancs les ou c'est rampants blancs, complètement c'est autre chose? encore différent. Et ça j'y reviendrai parce qu'ils sont connectés justement à À la la Terre Terre creuse. En creuse. tout cas, il y a énormément de rencontres avec des entités de type d'héros. Par exemple, il y avait un Américain dans les années 50 du nom de Steve Brody. Et Steve Brody, c'était quelqu'un qui, avec son ami, allait chercher à collectionner des cristaux. Donc il allait
il allait près de mines et il recherchait des cristaux, des minéraux, des choses comme ça pour les revendre. Un jour, il va avec son ami et là, il voit des créatures extrêmement étranges qui sont comme des ombres qui sortent de la mine. Son ami essaye de s'enfuir, mais une des créatures sort une espèce de dispositif qui envoie une espèce de laser à son ami qui tombe. Il ne sait pas si son ami est mort ou pas. Lui, en tout cas, les créatures s'approchent de lui, il n'ose pas bouger et il s'évanouit. Quand il se réveille, il est, il est dans des cages avec des gens qui hurlent autour de lui et tout ça. Et une personne qui était dans la cage avec lui explique que ces créatures sont des déros. Et, que c'est des déros et tout ça. De fil en aiguille, il se retrouve plusieurs mois plus tard, sans comprendre pourquoi, en plein New York. Là, en New York, il réussit à New York avec des amnésies et tout ça. À New York, il réussit à reprendre une vie et il rencontre l'ufologue John Robinson qui était connu dans les années 50 et il témoigne à John Robinson et il lui dit, et c'est glaçant, que les créatures le reprendront. Et un jour, Steve Brody a disparu sans que personne ne comprenne pourquoi. Donc il y a énormément de créatures de type d'héros. Donc tu parlais des rampants blancs. Les rampants blancs, c'est... Il me semble avoir vu un film où des personnes avaient été dans des grottes. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ça s'appelait The Descent. The Descent, la des descente. jeunes femmes qui sont allées dans des grottes et qui se sont retrouvées justement avec des rampants blancs qui étaient absolument effrayants. Oui, ça c'est un film qui s'inspire à la fois des déros et à la fois des rampants blancs. Mais en tout cas, le thème de ces films est réel parce que c'est vraiment l'enfer dans ces galeries de la Terre creuse, au moins dans certaines galeries de la Terre creuse. Il y a beaucoup de spéléologues qui ont disparu. Donc les rampants blancs, c'est des créatures qui n'ont jamais existé jusqu'à ce que des gens en parlent sur un forum internet comme Slenderman dans les années 2010 ou 2011. À partir de là, à partir de là, ça a créé un égrégore, ça a attiré les gens et de fil en aiguille, les gens ont commencé à écrire énormément sur ça, sur internet et tout. De fil en aiguille, des personnes dignes de foi ont commencé à voir des rampants blancs. Donc ça, c'est un phénomène de tulpa, de croyances qui se matérialisent. C'est aussi lié aux intelligences, c'est lié aux intelligences artificielles, aux créatures des mondes des intelligences artificielles qui peuvent se matérialiser qui peuvent littéralement se matérialiser dans notre réalité, puisque quand on tape quelque chose sur Internet, quand on écrit sur Internet, ça crée quelque chose se crée dans le monde des intelligences artificielles, et c'est des créatures littéralement autonomes qui ont une conscience synthétique, et sous certaines conditions, elles peuvent se matérialiser dans notre réalité. Donc les rampants blancs, c'est des créatures du monde des intelligences artificielles, c'est aussi des tulpas, des créatures qui ont pris forme physique, qui se sont matérialisées et qui peuvent apparaître sous certaines conditions. Et effectivement, certaines d'entre elles sont associées au monde souterrain. Mais c'est des créatures qui sont réelles, c'est des formes pensées qui sont matérialisées, puisqu'on est des êtres créateurs. En tout cas, le film était vraiment très réaliste. Le film est réaliste, mais ça, c'est des créatures qui existent littéralement. C'est des créatures qui sont matérialisées par nos croyances. Et il y a des personnes qui ont été tuées par les rampants blancs. Après, les entités sans âme peuvent aussi modifier leur apparence prendre, pour prendre la forme de créatures issues de nos croyances. Mais les rampants blancs, oui, il y a des gens dignes de foi qui les ont vus. Ils sont associés au monde souterrain. Et
c'est des créatures prédatrices, c'est des tulpas qui sont prédateurs. Mais les déros à proprement parler, c'est un phénomène un petit peu différent, mais c'est un phénomène qui existe. Richard Shaver, il décrivait une réalité, c'est des formes de vie parallèles, c'est des créatures issues de manipulation génétique, en tout cas, c'est lié. Oui, En tout cas, c'est quelque chose qui ça paraît existe. quand même une modification C'est génétique une parce que réalité. c'est un peu humanoïde, un peu monstre. Oui, mais C'est de toute façon, il y a comme des entités reptiliennes dans la Terre creuse qui mènent des expérimentations alimentation. génétiques. Oui. Et ça a été décrit ça a été décrit par ça a été décrit par Thomas Castello. Après, il y avait une jeune femme dans les années 90 aux États-Unis, en Arizona, qui faisait, qui grimpait des montagnes. Elle est au sommet d'une montagne et elle voit une grotte. Donc elle décide de rentrer dans la grotte. Quand elle est dans la grotte, il y a une créature qui la prend, une créature de type reptilienne. Et basiquement, elle vit une expérience d'abduction aux mains de ces créatures reptiliennes où elle subit des choses absolument abjectes, euh, vraiment physiquement abjectes, dont je ne parlerai pas ici. Et elle se retrouve après un blackout total, et elle se retrouve dans son lit sans comprendre comment elle y a été, tout ça. Et ça, c'est très clair qu'elle a subi des expériences génétiques, des expériences de manipulation génétique, et tout ça parce que le centre de la Terre est le centre de la Terre est associé à des créatures reptiliennes, parce que il y a des créatures reptiliennes. C'est pour ça qu'il y a le lien entre le centre de la Terre et l'enfer. Mais quand on pense les À Malte, grottes, par exemple, il y a une grotte qui s'appelle l'hypogénome. Donc, c'est un espèce comme des catacombes. Et il y a eu des squelettes d'aspects reptiliens qui ont été découverts. Au début du XXe siècle, il y a une institutrice, il y a un instituteur et plusieurs dizaines d'enfants qui sont rentrés dans l'hypogénome et qui ne sont jamais revenus. Et il y a beaucoup de personnes qui ont disparu dans les tunnels à Malte et les locaux parlent de créatures d'aspect reptilien. c'est vraiment intéressant. Mais tu penses qu'il y a beaucoup de disparitions justement dans, avec ces entités Beaucoup de disparitions avec ces qu'on entités ne peut de la pas Terre creuse qui expliquer? sont prédatrices. Alors, parmi ces entités reptiliennes de la Terre creuse, certaines sont autochtones, c'est des formes de vie reptiliennes de la Terre creuse qui participent aussi à la manipulation de l'humanité. D'autres sont des entités sans âme qui sont installées dans les galeries souterraines de la Terre creuse pour manipuler, pour manipuler en fait. Tu penses que dans l'eau, il y a également ce genre d'entités qui sont cachées finalement, Il y a des bases bases sous-marines, ça c'est sous-marines. évident. Richard Soder a montré que c'était très simple de construire des bases sous-marines avec les technologies actuelles. Et c'est clair que le complexe militaro-industriel et les grandes armées comme l'armée américaine, l'armée chinoise, l'armée russe a des bases sous-marines, ça c'est clair. Mais à mon avis, il y a des bases sous-marines qui sont contrôlées par le CMI en collaboration avec les entités sans âme. Et il y a des bases qui sont, qui sont contrôlées uniquement par les entités sans âme. Du reste, il y a des contactés comme Stéphane Danaherde et d'autres contactés au Brésil qui ont été amenés dans des bases souterraines. Donc oui, absolument. Dans le sud de la France, par exemple, il y a plusieurs bases. Est-ce que ces bases donneraient accès à ces galeries? Pour le plateau de l'Albion, ça a été très bien recherché par Jimmy Gueux. Oui, et dans l'est de la France aussi, il y a une personne qui a vécu des contacts qui a expliqué qu'il y a des bases militaires qui, qui sont en communication avec des bases d'entités non humaines qui sont souterraines. Timothy Good aussi parle de bases d'entités non humaines souterraines
en Suisse. Donc, il y a cette présence vraiment un petit peu, il y a cette présence un petit peu partout. Et beaucoup plus de personnes sont rentrées dans les galeries de la Terre qu'on ne le pense. Simplement, il y a un blackout total sur le sujet. Alors, Est-ce que le temps passe différemment dans ces galeries ou pas, à ton avis? alors c'est possible. C'est possible parce que ces galeries, est-ce que c'est des galeries qui sont dans notre réalité ou est-ce que c'est dans Ouais, d'autres dimensions? c'est ça. Ça, on peut pas savoir en tout cas. C'est des galeries qui sont physiques. Euh, il y a une collaboration entre les entités de ces galeries et le CMI, donc c'est physique, mais est-ce que c'est dans notre dimension ou est-ce que c'est dans une autre dimension ou à une autre fréquence? On ne peut pas savoir parce que les entités ont les moyens d'ajuster leur fréquence ainsi que le CMI, mais c'est clair c'est clair que c'est physique et qu'il y a des expérimentations avec d'autres dimensions. Par contre, il y a des gens qui décrivent avoir, il y a des gens à une autre histoire aussi liée aux disparitions, liée à la Terre creuse, liée au CMI très certainement. C'est un jour un petit garçon de 3 ans qui s'appelle John Doe disparaît alors qu'il faisait du camping avec sa grand-mère. Elle panique. 4 ou 5 heures plus tard, il est retrouvé sain et sauf et il commence à parler. Et il dit qu'il a été emmené dans des souterrains par, par une grand-mère robot, donc une Grand-mère. grand-mère robot qui était méchante. Donc très probablement qu'il a été, en, qu'il a été emmené par qu'il a été emmené L'entité. par une entité qui prenait l'aspect de sa grand-mère ou bien par un clone de sa grand-mère, puisqu'il y a un clonage. Après, il parle de présence de robots et tout ça dans une grotte. Donc, il disait avec ses mots de petit garçon de 3 ans, il parlait de l'intérieur de la Terre. Puis après, ce qui est intéressant, c'est que la grand-mère a des épisodes de missing time, des épisodes d'abduction, donc il y a pu avoir un clonage de sa grand-mère. Donc après, il y a des personnes qui également voyagent au-delà des pôles. Et ça, c'est des gens comme l'amiral Byrd, par exemple, il y a un témoignage très connu. Euh, c'est des gens comme Olaf Jensen, par exemple, qui avec son père euh, était parti, et il était parti, je sais plus quoi, pêcher ou rechercher, je crois, des terres inconnues, ce qui est assez étrange. Toujours est-il qu'il remontait vers les pôles, mais son histoire est absolument authentique. Mais ils étaient peut-être programmés pour ça. Et ce qui est assez étrange, c'est quand il remonte vers le pôle Nord, il commence à voir que la mer devient de plus en plus chaude, que le soleil est de plus en plus chaud. Après, il se rend compte qu'il n'y a pas de glace et tout ça. De fil en aiguille, il se retrouve dans, il se retrouve à l'intérieur de la Terre où ils sont accueillis par des géants plutôt, plutôt positifs avec qui il reste plusieurs années. Ensuite, il décide de repartir et là, en sortant de cette galerie souterraine, le bateau a un accident, le père meurt, Olaf Jansen ensuite est recueilli par un baleinier dont l'existence a été prouvée. Ensuite, comme il raconte son histoire, son oncle le fait interner et tout ça, puis après il sort, il se retrouve aux États-Unis et tout, et il raconte ça à, à Monsieur Williamson, mais c'est une histoire absolument authentique. Alors, est-ce que est-ce qu'il s'est retrouvé à l'intérieur de la Terre? Est-ce qu'il est passé par un trou dans l'épaule? Peut-être, mais c'est plus probable qu'il a pu franchir un vortex et se retrouver au-delà des pôles, au-delà du mur de glace, parce que selon
certains, la Terre serait beaucoup, beaucoup plus grande qu'on ne le pense et qu'il y aurait, au-delà du mur des glaces, des terres inconnues d'où viendraient certaines entités sans âme. Ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ce concept est travaillé un petit peu dans la série Game of Thrones. L'écrivain argentin Claudio Nocelli a recueilli des témoignages de personnes qui sont passées au-delà, qui sont passées au-delà du mur de glace. Donc, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Donc, c'est possible qu'il soit passé au-delà du mur de glace, ou bien est-ce qu'il est passé dans un vortex et il s'est retrouvé dans une autre dimension. C'est possible aussi. Et, ou, ou bien est-ce qu'il s'est retrouvé vraiment d'une manière ou d'une autre dans une galerie de la Terre creuse où s'étaient réfugiés des géants de la Tartarie? C'est possible. Ou bien est-ce qu'il a voyagé dans une autre dimension et a été manipulé et a eu sa perception manipulée par les entités sans âme qui se sont fait passer pour des géants? Ça, c'est très possible aussi. Et puis après, il y a des cas, par exemple, de créatures de ces galeries souterraines, parce qu'il y a énormément de créatures qui vivent dans les galeries souterraines. Il y a des créatures type reptiliens, des déros, des survivants de la Tartaria et tout ça, des lignées sataniques aussi. Et il y a ce témoignage qui remonte au Moyen-Âge en Angleterre. Donc encore une fois, attention, on ne peut pas trop dire les dates parce que le temps a été manipulé. Mais dans un village d'Angleterre, il y a deux enfants de couleur verte euh, qui avaient été trouvés au Moyen-Âge. Et ces enfants étaient dans un pitoyable état et ont été ramenés. Le garçon est mort, la fille a survécu et elle disait venir d'une contrée à l'intérieur de la terre où les gens avaient la peau verte et, et tout ça, et ils sont rentrés dans une grotte et se sont retrouvés ensuite dans notre réalité. Est-ce qu'ils viennent vraiment de l'intérieur de la terre ou est-ce que c'est des créatures d'une autre dimension qui se sont matérialisées dans notre réalité? On ne peut pas savoir. Toujours est-il que cette histoire est absolument authentique. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des humanités parallèles qui sont pour certaines liées à des galeries souterraines. Ça, c'est une certitude absolue. Notre Terre, quelle que soit sa forme et tout ça, est remplie de galeries souterraines. Dans ces galeries souterraines vivent des humanités parallèles qui ne sont pas bien méchantes, mais qui nous craignent. Ça, c'est clair. Ces humanités parallèles sont des géants, des peuples de petite taille et des humains très probablement comme nous. Il y a par exemple cette dame, et ça j'ai eu le témoignage de première main, qui était élève dans un lycée français au Pérou ou en Équateur, je ne sais jamais, euh, dans un lycée français au Pérou, c'était au Pérou, et qui avait un petit copain. Le petit copain un jour a dit qu'il devait, euh, qu'il devait rentrer chez lui. Donc la jeune fille a dit, je pars avec toi. Et il a dit, tu peux venir avec moi si tu n'as pas peur. Donc la jeune fille dit, pourquoi j'aurais peur et tout ça. Et elle fugue avec lui. Et donc il, il l'emmène au sommet d'une montagne. Et là, il se retrouve devant un mur et il dit, voilà chez moi. Et elle dit, comment ça, chez moi? Et là, le mur s'ouvre et il y a toute une galerie qui s'ouvre. Et là, la jeune fille prend peur et dit, je peux pas venir avec toi parce qu'elle avait vraiment peur de partir. Donc le garçon l'a ramenée puis est reparti. Donc ça, c'est typique d'une humanité parallèle qui pour le coup ne nous craignait pas mais qui n'était pas hostile. En tout cas, il y a des humanités parallèles qui, la plupart nous craignent, certaines ne nous craignent pas, mais il y a une humanité parallèle
dans la terre creuse, dans les galeries souterraines, ça c'est clair. Après, il y a ces lignées sataniques occultes qui sont les anciens rois de Tartarie, qui sont sataniques et génétiquement modifiés. Ensuite, il y a des entités non humaines de type reptilien et d'autres entités qui sont issues de modifications génétiques qu'on appelle les déros. Ces entités sont extrêmement dangereuses et collaborent avec le CMI qui a aussi des bases, des galeries souterraines, donc il y a toute cette collaboration. Beaucoup d'humains disparus se retrouvent, à mon sens, dans ces galeries souterraines aux mains de ces entités et du CMI. Ça c'est clair, c'est net et c'est précis qu'il y a tout ça sous nos pieds. Ces créatures, notamment les créatures de type déros et reptiliennes, manipulent le troupeau humain depuis les galeries souterraines avec d'autres créatures issues des interunivers. Et puis, il y a des personnes qui très probablement se sont retrouvées au-delà des pôles, au-delà du mur de glace, pas forcément dans la terre creuse, mais au niveau d'autres dimensions. Tu restes au niveau du mur de glace. Il y a des bases qui sont issues du CMI allemand, qui collabore avec des entités de type reptilien. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'expédition de l'amiral Byrd. Donc on le voit, le monde souterrain, c'est vraiment crucial à comprendre pour comprendre tout ce système de contrôle. Donc tout ce qui se passe ici viendrait du monde souterrain. Une partie et d'autres dimensions, bien évidemment. Donc c'est pour ça que ça relève quand même. C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Ça relève quand même une réalité absolue. Beaucoup de choses. Encore une fois, il n'y a rien de métaphorique. C'est une réalité absolue. Et c'est vraiment à nous d'admettre cette réalité parce que notre survie en tant qu'espèce en dépend. Oui, et puis l'humanité ne ferait pas des choses abominables s'il n'y avait pas ces espèces qui... Ces espèces parasites qui nous manipulent. Voilà, et absolument. Beaucoup nous manipulent parce depuis que la terre creuse. L'humain n'est pas méchant, l'humain cherche à vivre ou à survivre, peu importe. Mais c'est justement ces espèces qui nous empêchent de le faire. Oui, et beaucoup de manipulations viennent de la terre creuse. Simplement, l'humanité est dans le déni. Donc déjà, il est temps de s'informer pour déjà prendre conscience de ces entités parce qu'elles nous manipulent par le subconscient. C'est pour cela que ce travail est très important. Absolument. Et c'est pour ça qu'on continuera quoi qu'il en coûte. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux réagir et ne pas s'endormir. Exactement. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci. Au revoir.